Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je démarre la semaine avec une nouvelle lecture. Donc je viens de finir Les Sœurs Mitford, on n'en parle plus. Je commence Florida d'Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. C'est une lecture commune que nous avons organisée avec Florence du compte Fluent Books sur Instagram. Voilà, donc ça parle de Minimis. Je l'ai pas encore commencé, j'ai juste été largement influencée par la grande librairie quand Olivier Bourdeau a été sur le plateau de François Buniel. Donc du coup, j'avais beaucoup accroché avec l'auteur, avec ce livre. Il fait 250 pages, donc potentiellement il se lit assez vite. C'est sur les minimis aux États-Unis et la relation au corps, la relation entre la mère et la fille et à l'hypersexualisation des corps d'enfants, etc. Donc, je vous en dis pas plus, je n'en sais pas plus, je reviendrai vous en parler un peu plus tard. En attendant, du coup, je viens vous faire un petit unboxing, un gros unboxing, parce que vous voyez, j'ai reçu pas mal de choses. Je ne connais pas toujours les expéditeurs, donc on verra bien. Alors ça, c'est aux éditions City. Un petit envoi sauvage. Alors, prudence, pois vert, enquête, mortelle douceur. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ah, c'est potentiellement un Cozy Murder. De Cathy Lynn Sénac. Alors, la couverture a l'air très gourmande. Là, on a une truelle à gâteau. Je sais pas si on appelle ça une truelle à gâteau, mais une truelle à gâteau pleine de sang. Alors, après un divorce à 48 ans, Prudence Poivert hérite d'une superbe maison de campagne dans une petite bourgade près de Bordeaux. Bien décidée à profiter de sa liberté retrouvée, elle s'y installe, mais la vie à la campagne est un ennui mortel. Un jour de déprime, elle décide d'aller visiter les sites pittoresques des environs. Rien de passionnant, jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec le cadavre de l'odieux dentiste du village. L'homme a été empoisonné avec des cannelés avant d'être poussé à l'eau. Suspect numéro 1, le neveu de Prudence, un jeune homme qu'elle trouve très crétin, mais qui est le dernier à avoir vu la victime vivante. Prudence Poivert, qui n'a pas la langue dans sa poche et les deux pieds dans le même sabot, prend les choses en main. Hors de question de laisser tomber l'un des siens. Première enquête de Prudence Poivert à mourir de rire. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas, un petit Cozy Mystery dans le genre. Alors du coup, comme ils disent, pour la première enquête, j'imagine que c'est une nouvelle saga. Alors, oui, c'est le tome 1, donc il sort le 9 juin. Ça a l'air cool. Il sort le 9 juin, voilà. Cathy Lynn Sénac. Super, bah écoutez, à découvrir. Merci City. Je vous remets la couve. Ça a l'air drôle. Il est pas très long. Enfin, il fait 330 pages, mais c'est écrit hyper aéré, plein de dialogues. Donc cool, merci. Elle n'aurait pas abîmé. Mortelle douceur. Cool. Premier livre. Ensuite, c'est vieux ça. La savoureuse histoire des Sorrentinos de Virginia Higa, je sais pas, aux presses de la Cité. Ah mais je me rappelle, il m'avait proposé ce livre mais il y a super longtemps. Regarde la couverture, elle donne pas trop envie. J'aime trop. Alors, de quoi ça parle, je m'en souviens plus. Comme dans les meilleures comédies à l'italienne, tout se mélange et tout se confond dans cette savoureuse histoire des Sorrentinos, les rires, les larmes, le destin d'une famille et d'un pays, la vie croquée par deux bouts et d'un fabuleux héritage. Ah voilà, c'est ça, des secrets de famille. Alors, bienvenue à la Trattoria Napolitana, temple de légendaires Sorrentinos. Près d'un siècle s'est écoulé depuis que la famille Vespolini a quitté l'Italie pour s'installer à Mar del Plata, en Argentine, et y a ouvert une trattoria près de la plage. Une trattoria, c'est un restaurant en italien. C'est là qu'ils ont inventé les Sorrentinos, des pâtes fourrées que l'on mange à présent partout dans le pays. Leur recette est jalousement gardée par Chiche,
montagne d'amour et gardien du temple. Si l'on vient à la trattoria pour se régaler, on y vient aussi pour ses inoubliables anecdotes et son franc-parler. À sa table se succèdent frères, sœurs, amis, employés et clients, et tout ce petit monde parle de passion immuable, de profonde solitude, de trahison, d'un fabuleux héritage et même de prophétie. Une comédie familiale exotique entre rire et larmes qui nous confirme que la bonne cuisine est le remède à presque tout. Je me souviens, j'avais craqué pour ce résumé et ça a l'air trop cool, trop pétillant, trop drôle, trop sympa. Ah, puis on a un petit arbre généalogique de la famille Sorrentino, je sais pas comment elle s'appelle, la famille Vespolini. Il est pas long, il fait même pas 200 pages, ça a l'air trop bien. Je sais pas s'il est déjà sorti. Ah oui, en librairie le 10 juin. Donc il est déjà sorti, il est tout petit, il est plus petit que Florida je crois. Ah oui. Non, même taille. Ça a l'air trop bien. Et ça, je me rappelle, mais ils me l'ont proposé il y a super longtemps. Je me rappelais plus. Donc, voilà, ça a l'air trop bien. 2 lectures trop cool. Haha. Un gros paquet qui me vient des éditions Le Duc. Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il n'est pas abîmé, j'espère qu'il n'est pas abîmé. Il est abîmé. Oh non, angoisse. Oh non, oh non, mon cœur se brise. Bon, bah vous l'avez compris, hein, c'est le tome 7 des 7 sœurs. Le pavé. Je vais devoir le prendre sur liseuse, c'est pas possible. Donc il s'agit du 7e volet de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est avec grande tristesse qu'on a appris cette semaine, lors de la sortie de ce tome, que l'autrice nous avait quittés, voilà. C'était une femme assez impressionnante, je l'admirais beaucoup, et ça faisait 4 ans qu'elle luttait contre un cancer, et voilà, elle nous a quittés la semaine dernière, et c'est le tome 7 de sa saga qui est sorti donc en France la semaine dernière, c'est La sœur disparue. J'attendais ce tome avec impatience parce que le tome 6, je l'ai adoré. C'était le tome 6, c'était avec la 6e sœur, donc Electra, que nous connaissons dans la saga des 7 sœurs. Et ensuite, la 7e sœur, c'est la sœur qu'on ne connaît pas. Donc, depuis le début de la saga, le 7e volet, c'est un volet un peu mystique. On ne sait pas de quoi il en ressort. C'est manifestement sur l'histoire d'un personnage que l'on ne connaît pas. Donc, on avait tous très très hâte de connaître cette suite. Et donc, le voilà, c'est un énorme pavé. C'est vraiment un très gros bébé. Il fait 700 et quelques pages, je pense. 735 pages. C'est colossal. Donc du coup, voilà. En fait, je pense que c'est les sœurs qui vont se partir à la quête de la 7e. Je sais pas, j'ai pas envie de lire la résumé, mais en tout cas, voilà. Si vous ne connaissez pas cette saga, les 7 sœurs de Lucinda Riley, et que vous aimez à la fois voyager, les secrets de famille et l'histoire avec un grand H, c'est vraiment la combinaison parfaite. C'est ma saga chouchou adulte de tous les temps, je crois, plus qu'Outlander, enfin, ou équivalent. Mais c'est vraiment, j'adore cette saga et j'attendais avec impatience ce tome 7. Je sais pas quand je vais lire ça, moi. Et surtout, je pense que je vais le prendre sur liseuse ou en audio parce que c'est pas possible. Je vais l'abîmer. Rien que tenir sur le bras comme ça, j'ai mal. Il est magnifique. C'est... Oh, trop contente. Donc merci Charleston. Je suis vraiment très contente et en plus avec le contexte de la mort de l'auteur, c'est encore plus émouvant d'avoir son dernier bébé dans les mains. Donc voilà, le tome 7, punaise, quelle beauté. Je sais pas quand je vais lire. J'aimerais bien lire dans l'été, mais je ne sais pas. Bref. Donc le dernier petit paquet. J'ai envie de tout arrêter pour le lire. Vous vous rendez compte? J'aime tellement cette saga. Mais là, je peux pas. Ah oui, bon, d'accord, ça n'a rien à voir. C'est My Little Box. J'ai pris celle-ci, après j'ai arrêté. L'aventure est dans chaque souffle de vent. Charles Lindbergh. Ah bah, c'est bien vrai. Un air d'été. La petite menace. Ah, c'est un sac? Je crois qu'on a un sac.
C'est très mignon. Masque cheveux hydratant. Ouh, très bien. Le retour de plage. Extrait de Cologne. Projet Galet. Crème prodigieuse. Luxe. Masque à l'argile. Et voilà. Et ce petit sac très mignon. Tadam. Oh, ça peut être chou pour l'été. Bon bah c'est cool. La petite réception du jour. Bon ça vous intéresse pas mais c'est pas grave, je vais les déballer comme ça c'est fait. Maintenant je vais ranger tout ça. Et je vais aller lire Florida. J'ai trop envie de lire ça. Que faire? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous plantez tout et vous mettez à lire ça ou vous attendez le moment propice? Oh, je sais pas. Nelson, qu'est-ce que t'aurais fait toi? Non, toi t'es pas un courageux. À mon avis, toi t'aurais continué ton planning. La tête qui fait. Bon allez, je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. Si j'arrive à déplier mes jambes aussi. Hello, aujourd'hui on est mardi, je suis rentrée, je suis pas maquillée, il fait beaucoup trop chaud, donc je viens juste vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Vous savez, j'ai commencé Florida d'Olivier Bourdeau, j'en suis à la moitié, j'ai lu 120 pages sur 250, ça se lit super bien, donc je compte vraiment le terminer ce soir pour commencer le Agatha Christie du mois. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Elisabeth, je crois, qui est une mini-miss, du coup, en Floride. Quand elle a eu 7 ans ou 8 ans, sa mère l'a inscrite pour son anniversaire à un concours de Miss dans un petit village, un truc un peu à l'arrache. Voilà, elle a mis une jolie robe, c'était son anniversaire et elle a gagné. Et voilà, ça aurait dû rester là comme un bon souvenir. Mais la mère d'Elisabeth va complètement péter un câble et inscrire sa gamine à tous les concours de Miss, tous les week-ends. Sauf que elle pendant 5 ans, elle va parcourir des kilomètres de voiture pour essayer de gagner des titres qu'elle ne gagnera pas, mais surtout c'est que ça va la marquer à vie et elle va commencer à se détester, à détester sa mère, à détester son père, à détester toutes les paillettes, maquillage, talons et autres, à détester l'image qu'elle peut renvoyer. Donc en fait elle va essayer de se détruire physiquement pour enquiquiner, j'allais dire un autre mot, mais pour enquiquiner ses parents et en fait elle va complètement vriller. Ça c'est raconté comme un journal, donc c'est à la première personne du singulier, elle écrit comme un journal intime, un peu une lettre ouverte où elle dénonce en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées, c'est écrit de manière extrêmement cynique, elle est tranchante, elle est drôle, mais ça vous fait froid dans le dos. Et je trouve que Olivier Bourdeau, il a une plume un peu incisive et franchement, ça vous met des gifles. Il y a des prises de conscience qui sont très fortes, mais c'est fait quand même avec légèreté, ce qui rend la chose un peu plus légère parce que le sujet, finalement, il est vraiment dur. Et je trouve que voilà, pour l'instant c'est très bien écrit. Moi je peux pas dire que je passe un bon moment de lecture parce que le sujet est pas franchement agréable. Néanmoins c'est une lecture qui marque. Voilà, je suis à la moitié. Évidemment Elisabeth a grandi et elle nous raconte un petit peu son parcours.
Je vous en dirai pas plus sur l'histoire, mais je vous donnerai mon avis final rapidement. En tout cas, ça a l'air plutôt positif de ce que j'en ai lu. Et moi, je n'avais pas lu En attendant Bojangles, donc de l'auteur, qui est un de ses opus qui a fait beaucoup de bruit il y a 1 an ou 2 ans peut-être, ou je sais plus exactement. Moi, je l'avais pas lu, donc du coup, je suis pas du tout influencée par sa plume et ce qu'il a pu écrire. C'est, j'y vais complètement, je vais sur un terrain complètement neutre, pardon. Et voilà, et pour l'instant je suis assez surprise. C'est pas un livre que je recommanderais à tout le monde, c'est certain, mais pour l'instant voilà, c'est assez positif, donc je reviendrai vous en parler un peu plus tard. Là on est mardi, fin de journée, je vais aller faire du sport et ensuite je finirai mon livre et j'ai le téléphone qui sonne. Bref, tout ça pour vous dire que je vais aller faire du sport, ensuite je vais terminer Florida et peut-être que j'aurai le temps de commencer ma nouvelle lecture d'Agatha Christie. Donc je commence 5 petits cochons et je vous en reparlerai un peu plus tard. Hello, aujourd'hui on est mercredi fin de journée, donc j'ai fini de travailler, j'étais en déplacement donc je suis rentrée. Je vous parle rapidement de mes lectures et après je retourne lire avant d'aller faire à manger, etc. J'ai terminé donc Florida d'Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. Dans cette histoire, on va suivre Elisabeth qui est une jeune mini-miss. Et qui va grandir, donc en fait non, je me suis mal exprimée. On va suivre Elisabeth qui nous raconte sa jeunesse quand elle était mini-miss et après la suite de son évolution. En fait on va la suivre de ses 5 ans à ses 20 ans je crois. Et du coup, il va se passer beaucoup de choses. Dans son enfance, donc, elle va croiser la route des miss, des podiums, des paillettes et autres, mais surtout, en fait, ça raconte toute la vulgarité et toute l'horreur indirecte des parents qui exposent leurs enfants, qui exposent les corps, qui transforment des corps aussi, d'enfants qui n'ont absolument rien demandé en fait. Et toute l'innocence de l'enfance va être bouleversée par la nécessité de plaire, mais de plaire à ses parents en fait. On n'est plus sur plaire à un jury, se plaire à soi-même, s'accepter. C'est que là on est dans le jugement total et le jugement de l'enfant par rapport aux yeux de ses parents. Donc il y a beaucoup de dénonciations dans ce livre, déjà par rapport à ça. Et surtout il y a énormément de haine, il y a énormément de rage. C'est une écriture qui est saisissante, qui est extrêmement cynique. On a un humour noir, on n'est pas sur le vulgaire, hein, non. On est vraiment, voilà, on se prend des baffes dans ce livre, c'est terrible. Olivier Bourdeau, qui je trouve est un auteur assez calme et très posé. Je me dis c'est assez fantastique la façon dont il a réussi à se mettre dans la peau d'une jeune fille déjà. Et à développer toute cette haine et toute cette rage envers ses parents, envers la société, envers l'injustice, des obstacles qui vont arriver sur son chemin. Et en fait, on y retrouve surtout le corps, le physique, tout ce qui va entourer la beauté et aussi l'horreur du physique, jusqu'où on peut aller par haine, jusqu'où on peut aller quand on se déteste son corps ou qu'au contraire on l'admire. Voilà, on est vraiment sur des questionnements comme ça et tout ça englobé par la voix d'Elisabeth puisque c'est elle qui parle à la première personne et qui raconte avec beaucoup de rage. C'est vraiment le mot je pense, donc c'est très intense comme lecture, ça se lit super vite, super bien. Je trouve que c'était le nombre de pages idéal pour ne pas tomber dans le barbant avec trop de longueur où on dit bon bah c'est bon on a compris, elle est saoulée par la vie, et en même temps c'était assez pour comprendre la fin qui est quand même assez surprenante, qui est très intense et moi je m'y attendais pas du tout, donc voilà, c'est un livre à lire. Après je le recommanderais pas à tout le monde, c'est vraiment, je sais pas pour quel public, mais voilà, c'est un cri, hein, c'est un cri de pas de guerre, c'est vraiment un cri de rage, de dénonciation, d'injustice. Voilà, je sais pas vraiment comment décrire ce livre en fait. Il y a une histoire, certes, il y a une histoire, mais c'est juste l'évolution d'une nana vis-à-vis de son enfance, vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de la compétition, vis-à-vis de ses parents. Voilà, c'est juste l'évolution de cette fille, mais cette fille, elle transmet beaucoup de choses.
beaucoup de messages. Et Olivier Bourdeau, il est très fort parce qu'il joue sur les mots, il a une plume très incisive, très cynique, il clash quoi. Enfin voilà, on rigole pas quoi. On rigole pas, mais d'un autre côté, on l'admire pas non plus. Enfin voilà, en tout cas moi j'ai dévoré ce livre, je le trouve super intéressant, c'est une expérience de lecture géniale. Attention, c'est pas vraiment tout public. Je dirais que c'est pas forcément pour les jeunes, alors que pourtant ça parle d'une adolescente. Je pense au contraire que c'est plutôt pour les adultes, mais même les parents. Je dirais vraiment, si vous êtes parent, vous allez vous prendre une claque en fait, et c'est voilà. Bref, moi j'ai adoré, je suis pas parent, mais pourtant j'ai adoré, donc c'est un peu bête ce que je dis, mais voilà, je vous lis le résumé. Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée, elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s'est vengée. Voilà, ça résume clairement le livre. C'est une espèce de vengeance, c'est une espèce de haine qu'elle garde en elle, qui bout, et qui à un moment va exploser, mais elle va exploser, il va faire des dégâts sur elle-même, des dégâts sur les autres, qui étaient en fait des dommages collatéraux. Enfin, c'est vraiment voilà la culture de la haine vis-à-vis de la culture du physique, tout ça mélangé dans un roman. Alors moi je n'ai pas lu En attendant Bojangles comme je vous disais hier, donc je n'ai pas du tout été influencée par la plume d'Olivier Bourdeau, mais ça me donne envie de le découvrir, donc je sais pas si c'est une bonne idée de faire ce pas en arrière et d'essayer de lire Bojangles. Enfin je sais pas, en tout cas c'est pas du tout une priorité. C'est éventuellement si ce livre croise ma route, je saurai plus ou moins à quoi m'attendre dans le style, mais voilà, c'est pas du tout, je vais pas me ruer à la librairie pour m'acheter En attendant Bojangles. Néanmoins, si vous l'avez lu et aimé ou pas, n'hésitez pas à me le dire, je serais intéressée pour lire vos commentaires. Voilà, je suis désolée, c'était un petit peu décousu comme avis, mais ce livre est tellement spécial. D'ailleurs, il a pas de résumé, c'est une phrase, donc c'est pour dire comme quoi la maison d'édition devait être dans le même cas que moi en disant ça va être trop compliqué à résumer, on va lui mettre une phrase. Tu es d'accord avec moi? Donc du coup, Florida terminée, j'ai commencé 5 petits cochons d'Agatha Christie, c'est une enquête d'Hercule Poirot dans ma fameuse édition livre de poche que j'ai bientôt terminée. Donc là dans cette histoire, alors j'ai lu 25 pages, hein, donc clairement j'ai lu 2 chapitres, hein, même pas. Donc dans cette histoire en fait, une jeune femme... Qu'est-ce qu'il y a Oscar? Je discute là. Eh oui, je parle. Donc dans ce livre en fait, on a... cette histoire, on va suivre Hercule Poirot, donc dans les premières pages, une jeune femme entre dans son bureau et lui donne une mission qui est d'innocenter sa mère. Sa mère a été en prison et elle a été même elle a été exécutée pardon, parce qu'elle aurait soi-disant tué son mari, empoisonné son mari exactement, et la fille est persuadée que c'est une erreur et que du coup sa mère était innocente. Sauf que sa mère est déjà décédée, la victime est décédée, d'accord Estelle? Du coup, en fait, elle va demander à Hercule Poirot, ça s'est passé il y a plus de 15 ans, et elle va lui demander de revenir sur l'affaire et de l'élucider. Donc voilà, j'en suis là, c'est au tout début. J'ai lu ça, donc je me plonge dans cette histoire dès aujourd'hui. J'aimerais bien le lire en 2 jours, ce serait super cool parce que les Agatha Christie, j'aime pas trop les faire traîner, ça embrouille l'esprit, il y a trop de personnages, il y a trop d'informations, donc il vaut mieux le lire plutôt d'une traite. Donc je vais essayer d'en lire un maximum aujourd'hui et demain pour pouvoir commencer autre chose vendredi. Donc voilà. Bon, il a fini de râler. Du coup, j'ai reçu un paquet. Après, je viens vous faire un petit unboxing. J'ai même pas lu de qui c'était. Ah oui, je sais ce que c'est. Donc, c'est un livre qui me vient des éditions Anne Carrière. Il a pas mal morflé dans le transport. Mince. Ça s'appelle Rempart de Mathilde Ferré. C'est un roman historique. Alors, je vous lis le résumé. Au Moyen-Âge, les conventions et les préjugés séparent les hommes comme autant de remparts. Les jeunes Adalban et Héloïse étouffent dans leurs situations respectives. L'un est chevalier bâtard sans fortune ni relation qui rêve de gagner l'estime de ses pairs, et l'autre est prisonnière de son rôle d'unique héritière d'une puissante seigneurie. Mais quand un complot précipite leur monde au bord de la guerre civile, ils mesurent combien ces barrières étaient rassurantes. Désormais, les frontières semblent moins clairement tracées entre le bien et le mal, l'innocence et le crime, l'amour et la passion destructrice, la réalité et l'imaginaire. Les 2 jeunes gens se trouvent livrés à eux-mêmes et contraints de lutter pour sauvegarder leur vie et leur dignité.
Dans ce premier roman, le romanesque s'appuie sur un extraordinaire réalisme historique. Un extraordinaire réalisme historique. D'accord. Normalienne et agrégée d'histoire, passionnée d'équitation et d'escrime médiévale, Mathilde Ferré nous offre avec Rempart une épopée à la frontière des grands récits de chrétiens de Troie et des romans de Jane Austen. Je sais pas trop comment on peut faire le mix, mais en tout cas ça a l'air plutôt cool. Oh, c'est écrit minuscule. Je suis pas sûre si vous voyez. C'est pas grave, hein, mais je m'attendais pas à ça. En tout cas, ça a l'air pas mal. Alors, au début des chapitres, il y a une espèce de lettre en enluminure. C'est assez joli. Donc, bah, pourquoi pas. Donc, ça s'appelle Rempart. Donc, je vous montre la couverture. Il a l'air quand même assez costaud. Alors, quand est-ce que ça sort? Ça sort le 4 juin, donc c'est déjà sorti. Et c'est un roman, hein, donc ce n'est pas un... Ça n'a pas l'air d'être une saga. Et ça n'a pas l'air d'être du fantastique ou quoi. Hein. Ils disent vraiment... Rempart est son premier roman, donc c'est un premier roman. Ok. Et bah écoutez, merci beaucoup Anne Carrière. Ça a l'air pas mal. J'adore les romans historiques. J'aime beaucoup le dos. Pas la tranche, mais le dos. C'est très joli. Le livre est assez joli. C'est doux la couverture comme ça. Alors, il fait par contre 535 pages. Donc, c'est un beau bébé quand même. Il est assez lourd, mais il est très joli. Et ça a l'air très très sympa. J'adore lire les romans historiques, j'allais dire en été, mais en fait tout le temps. Et ce type un peu Moyen-Âge, épopée romanesque, j'adore. Avec des histoires d'amour, avec des guerres de clans, des guerres de religion, de statuts et tout ça. Enfin, c'est complètement ma cam, donc je suis ravie. Merci beaucoup Anne Carrière. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que c'est à peu près tout. Bon là, il est bientôt 19h. Dans 15 minutes, il est 19h. Donc je vais lire un petit peu encore et ensuite j'irai faire à dîner. Et voilà, et après c'est la fin de la journée. Donc petite soirée lecture pour moi. Demain, je vais pas beaucoup pouvoir lire parce que j'ai un book talk avec mon équipe du Cherche Midi. Donc vous savez, la team thriller. On va parler du Chris Bojalian, donc Les yeux fermés, que j'ai lu au tout début du mois avec Stéphanie, Une souris et des livres. Je vous en ai parlé dans un précédent carnet de bord. C'était vraiment pas une réussite pour ma part. Donc j'ai hâte qu'on en discute. Mais du coup, voilà, demain soir, j'aurai ma soirée de prise avec le Cherche Midi. Et vendredi soir, j'emmène ma maman dîner. On dîne toutes les deux pour son anniversaire. Voilà, je l'invite au restaurant. Donc je vais passer une soirée avec ma maman. Donc je ne vais pas beaucoup lire non plus vendredi soir. Et normalement, samedi matin, j'ai mon club de lecture chez Cultura avec mes papoteuses livresques. Donc c'est mon équipe, c'est vraiment mes amis avec qui on partage notre club de lecture depuis maintenant bientôt 2 ans. Chez Cultura, dans le sud de la France, donc à Mandelieu. Si vous êtes dans le 06, n'hésitez pas à venir participer avec nous. Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu sur restriction de nombre, donc on diffuse pas beaucoup l'information, mais je pense que d'ici le mois d'août, ça devrait se décanter un peu plus et on va pouvoir accueillir plus de monde dans notre petit cercle de papoteuses. Voilà, mais je vous emmènerai potentiellement avec moi. Donc ça veut dire que samedi, je vais en librairie. Voilà. Bon allez, c'est tout pour ce aujourd'hui, je vous dis à plus tard. Aujourd'hui on est jeudi et je viens vous faire un petit unboxing. J'avais commandé des choses sur internet, je vous l'avais dit,
Et du coup, j'ai été les récupérer. Alors, il y en a qui sont un peu défoncés, mais bon. Du coup, je vais commencer par ça, la boîte de brownie. J'aime trop. On m'a déjà fait les boîtes de pâtes, les boîtes de riz. J'avais jamais eu la boîte de brownie. Essentiellement, le but, c'est que ça protège. Alors, voilà. Donc ça, c'était les Sophie Nichols. Donc ça, c'est le premier volume. Une robe... Oh, il est défoncé. Une robe couleur de vent, bon c'est pas bien grave. Et bon, le neuf sans étiquette alors que le dos est éclaté, moyen quand même. Bon bref, passons. Donc ça c'est le premier volet je crois. Donc Fabia Moreno vient de s'installer avec sa fille Ella dans la petite ville de New York. Ah alors Ella, on va suivre Ella parce que Ella c'est dans le troisième volet aussi. Où elle a ouvert un magasin de vêtements vintage, une boutique de rêve comme les femmes de New York n'en ont encore jamais vu, car Fabia possède un don pour dénicher la robe idéale et l'ajuster à chaque cliente. Autour de son commerce, bientôt, les destins se croisent, les identités se révèlent et les amours s'épanouissent. Mais naissent aussi la méfiance et la jalousie. L'exubérance de Fabia dérange et la jeune Ella, à la peau cuivrée, est une adolescente bien mystérieuse. Parviendront-elles à s'intégrer dans la communauté? Quel sombre secret cache Fabia derrière ses tenues flamboyantes et son accent chantant? Sa fille elle-même sait-elle toute l'histoire familiale? Donc on est sur des secrets de famille. Donc je répète, c'est une robe couleur de vent de Sophie Nichols. Je l'ai acheté aux éditions Prélude d'occasion puisque comme je vous le disais, j'ai acheté le troisième volume dans la box, la boîte aux livres, et du coup ça je me suis procuré le tome 1. Donc potentiellement ça devrait être le tome 2. Parce que j'ai acheté à deux sites différents. Ah, donc celui-là il est nickel. Donc c'est le tome 2, un rêve couleur de nuit. Donc là pour le coup il n'est pas cassé. Il y a plein de livres sur la couverture, j'aime beaucoup. Donc Ella Vickers, ok c'est toujours Ella Vickers, mène une vie en apparence heureuse dans la petite ville de New York. La petite ville de New York. Ah non, de York. Je me disais aussi. Donc elle vit une apparence heureuse nanani, dans la petite ville de York. Ok. Auteure à succès, elle possède une charmante librairie située dans une rue pavée et est mariée à l'homme qu'elle aime et maman d'une adorable fillette. En réalité, Ella lutte pour trouver un équilibre entre sa vie de femme, de mère, ses activités professionnelles. Et de l'autre côté de l'Atlantique, sa mère, Fabia, remet en question son propre bonheur et ressent à distance la détresse de sa fille. C'est à ce moment-là qu'Ella fait la rencontre de Bryony Darwin, une étrange jeune femme à la recherche d'un livre sur les rêves. Elle déniche bientôt un ouvrage ancien écrit par une mystérieuse guérisseuse du XVIIe siècle. Celui-là, il a l'air trop bien. Franchement, je pense que ça va crescendo. Genre, celui-là, il a l'air ok, mais la mode, c'est pas trop mon délire. Celui-là, il a l'air grave bien parce que librairie, nananaire. Et le tome 3 se passe à Venise et c'est Ella qui est à Venise et qui est chez sa tante et qui va voir un tableau qui ressemble à l'histoire de sa tante et tout, etc. Tralali, tralala. Donc petite saga historique qui a l'air plutôt pas mal. Alors ensuite dans l'historique j'ai commandé autre chose. Voilà, c'est un bien gros paquet pour un seul livre, mais bon. C'est bien protégé comme ça. Donc en fait ça c'est simplement parce que j'aime bien avoir les sagas complètes. Et comme vous savez, le mois dernier, j'ai lu les 2 volumes de la saga de la duologie de Mireille Calmel. Donc j'avais lu... donc la saga de Mireille Calmel. Et du coup, je voulais une autre saga. Oh, il est tout neuf. Trop classe. Donc je disais, excusez-moi, j'ai du mal à faire 2 choses en même temps. Voilà. Donc j'ai lu la saga de Mireille Calmel, La Louve Cathare, voilà, le tome 1 et 2 donc, que j'ai lu au mois de mai. Et j'ai adoré bien sûr. Et du coup, en fait, dans ma bibliothèque, j'avais le tome 1
de cette saga qui s'appelle Le règne des lions de Aliénor. Donc c'est aux éditions XO en grand volume. Je l'avais trouvé par hasard dans une librairie et comme c'était le tome 1 et que j'ai quasiment tous les Mireille Calmel en XO, bah, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Sauf que c'est une ancienne édition. Elle est sortie je crois en 2007, un truc comme ça. 2004. Non. Oui. Non, en 2011, bon. Enfin bref, elle est sortie il y a 10 ans et du coup je l'ai trouvée genre il y a 6 mois. Donc j'étais un petit peu surprise qu'ils aient ça en librairie. Du coup je l'ai pris et je me suis dit bah faudra quand même que je trouve la suite de cette duologie, puisque je crois que c'est une duologie. Et bien sûr, vu que c'est une vieille édition, et ben j'ai pu le trouver d'occasion. Donc du coup le tome 2 qui est l'Alliance brisée. Toujours de la saga Aliénor. Alors après ils sont disponibles chez Pocket hein, bien entendu, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir toute la saga dans, enfin du moins toutes les mêmes éditions pour le même auteur dans la bibliothèque. Je trouve ça super élégant. Donc du coup voilà, Le règne des lions et l'Alliance brisée c'est sur Aliénor. Voilà, donc de Mireille Calmel. Donc ça c'était mes réceptions. Regarde la couleur. Lui c'est un occasion et lui c'est un neuf. Mais je m'en fiche complètement. Tant que le dos est beau et propre dans la bibliothèque, c'est le principal. Et donc du coup, voilà, des petites sagas comme je les aime. Donc ça, c'était mon unboxing du jour. Autrement, niveau lecture, donc j'ai commencé 5 petits cochons d'Agatha Christie. J'en suis à la page 58. Alors moi j'ai une vieille édition, donc ça correspond au chapitre 6. Je suis en plein milieu du chapitre 6. Il fait 217 pages, je crois. Ouais, non, 218 pages et pour l'instant j'aime beaucoup, donc j'ai lu potentiellement presque un tiers, même pas un tiers. J'aime beaucoup, en fait c'est très spécial comme schéma narratif pour Agatha Christie. On n'assiste pas du tout au meurtre, en fait on assiste au meurtre par le biais d'interrogatoires, puisque en fait le meurtre a eu lieu il y a plus de 15 ans et en fait Hercule Poirot lui il va interroger au fur et à mesure les personnes qui étaient présentes au procès et puis qui étaient présentes le jour du meurtre, etc. Donc en fait, nous, lecteurs, on découvre en même temps qu'Hercule Poirot ce qui s'est passé. On n'a pas du tout été témoins de la scène. En fait, on nous la raconte par le biais pas de ces interviews, de ces... j'ai pas le mot. Mais voilà, de ces personnes-là qui vont raconter leur vision de la scène ou comment elles l'ont vécu lors du procès. Par exemple, on va interroger le juge, on va interroger l'avocat, on va interroger les jurés, et puis ensuite les personnes qui ont été potentiellement témoins, le jour du drame, qui étaient sur place, etc. etc. Donc je trouve que le schéma il est assez intéressant et on n'est pas du tout perdu, au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver par rapport à un Agatha Christie qu'on a l'habitude de lire comme des huis clos ou encore pire comme quand Agatha Christie nous fait voyager à travers les pays ou à travers les villes, où on a tendance à se perdre entre les lieux parce qu'on a besoin de visualiser des lieux. Là on n'a pas tellement besoin de visualiser des lieux, juste le lieu du crime, mais potentiellement il n'y avait que 3 personnes sur le lieu du crime, donc c'est pas, voilà, il y a très peu d'exotisme, on n'est pas perdu, donc voilà, pour l'instant j'aime bien. C'est la première fois que je le lisais et pourtant 5 petits cochons c'est un Agatha Christie plutôt réputé, donc je suis ravie de le lire et j'espère le terminer rapidement, dans l'idéal ce soir, mais bon j'y crois pas trop, pour commencer très rapidement demain ou après-demain maximum, Vindicta de Sir Cédric, enfin ou Cédric Cyr, que j'ai en édition Cosmopolite, donc la grosse édition brochée. C'est un très gros livre, il est assez lourd. Je sais que les copines le lisent sur la version de HarperCollins qui vient tout juste de sortir, donc c'est la version poche. Donc voilà, on a organisé cette lecture commune justement parce que la version poche de Vindicta vient de sortir et moi je l'ai dans ma bibliothèque depuis 2019, dédicacée en plus par Sir Cédric lors d'un salon du livre du polar voilà, auquel j'avais assisté, donc c'est très bien, comme ça je le sors de ma palle, une relique de ma palle encore une fois. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Là il est 18h passées, j'attends que mon papa vienne faire des travaux chez moi et puis je vais lire et normalement petite soirée tranquille. Malheureusement le book talk avec le Cherche Midi a été annulé et reporté parce que voilà, parce que malheureusement Benoît ne se sent pas très bien, donc il vaut mieux qu'on reporte plutôt que de faire les choses quand on n'est pas très bien. Voilà, donc c'est pas grave, ça me fait une soirée lecture supplémentaire, donc très bien. Allez, je vous retrouve plus tard.
Hello, aujourd'hui on est vendredi. Je viens de terminer le live que j'ai fait sur Insta, c'était super sympa. Merci à vous d'y participer chaque vendredi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Du coup, je suis rentrée parce que en fait, pour tout vous dire, j'ai des nouveaux voisins. Et mes nouveaux voisins sont très gentils, mais ils ont deux petites filles de 4 ans et 6 ans. Qui s'amusent comme des folles dans la piscine et du coup quand j'essaye de filmer ou de vous parler on entend vraiment beaucoup de bruit, donc potentiellement je préfère faire ça ici. Alors juste pour vous dire que d'abord je vais commencer par ma lecture en cours donc de 5 petits cochons. J'ai pas du tout avancé hier, ça a été une course pas possible. J'ai eu beaucoup d'imprévus dans le travail et voilà, dans la vie. J'ai dû courir partout, bref. Du coup, je me suis arrêtée un peu plus de la moitié. Je suis pas 120 sur 220 au chapitre 10. J'aime vraiment beaucoup cette enquête, j'ai trop hâte d'avancer et de savoir la suite, mais potentiellement j'aime beaucoup la construction, j'en ai déjà parlé, du coup je vous donnerai mon avis final je pense ce week-end. J'ai trop hâte de commencer Vindicta parce que Florence du compte Flow Books qui le lit avec moi normalement, elle l'a commencé et elle a déjà lu 200 pages, elle l'a dévoré, donc elle me dit écoute c'est un livre trop bien, donc du coup j'ai trop envie de finir celui-là pour commencer l'autre parce que je veux pas... les commencer en même temps, sachant qu'un Agatha Christie on est vite perdu, donc je préfère vraiment le lire d'un coup et ne pas trop m'éparpiller. Voilà, sinon je venais vous faire un petit unboxing, disons que j'ai du mal aujourd'hui. C'est 2 livres qui me viennent de la part de Plomb. Alors, je savais pas que j'allais recevoir ça. Alors, Le pari de mes amours de Régine Deforge. J'aime énormément la couverture, je trouve très jolie. C'est la nouvelle collection poche de chez Plomb qui s'appelle L'Abeille, je crois. Oui, c'est ça, L'Abeille. C'est la première fois que je les vois. Je trouve ça très joli. On dirait un alphabet. Ah oui, c'est un alphabet. Alors, j'aime me balader dans Paris, vagabonder le nez en l'air en compagnie de mes chers fantômes, poètes, romanciers, peintres, photographes, piétons de Paris ou mauvais garçons. Les uns m'entraînent dans une telle ou telle rue, tel bistrot, les autres dans l'ombre d'une église ou celle d'un pont. Flâner est une occupation qui m'est familière et Paris est le lieu idéal où s'entremêlent l'histoire et les anecdotes populaires, les émotions de la vie passée et celles qui nous occupent. Musarder dans Paris, c'est savoir regarder en souriant un couple d'amoureux, un vol de canard au-dessus de la Seine, s'arrêter pour écouter le vieil accordéoniste qui joue en fredonnant « Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime » avec ivresse comme une maîtresse. Je connais pas vraiment la vie de Régine Deforge, mais j'ai l'impression qu'en fait là c'est un abécédaire. Parce qu'en fait vous avez des chapitres comme ça. Et après on a des petits titres comme ça. Blanchisseuse, Boudard, Bouillon, Boulanger de Paris, Boulora, Boulogne. Et en fait, c'est un abécédaire sur Paris. Je trouve ça très bien. C'est très drôle. Je ne m'attendais pas du tout à ce livre, donc je le découvre un petit peu en même temps, je tâtonne. Alors, ça paraît le 17 juin. C'est donc la nouvelle collection L'Abeille. 100 ans après la création de la bibliothèque Plomb, la maison fait renaître sa collection de livres de poche. Eh ben, merci beaucoup Plomb, je ne m'attendais pas à ça. On va redécouvrir Paris avec Régine Deforge. Pourquoi pas ? Ça, je m'y attendais. Quand même. Le nouveau Julien Dufresne, L'Ami, 907 fois Camille. C'est son nouveau roman qui est dans le programme de la rentrée littéraire. Et petite dédicace. Merci beaucoup Julien. J'ai trop envie de lire cette histoire. C'est l'histoire de Camille. Camille dont le père est... comment on appelle ça ? Macro ? Dodo la Saumure. Alors, proxénète. Alors, je vous lis le résumé. C'est l'histoire vraie de Camille, fille d'eux. Pas d'un acteur ni d'un chanteur, mais du proxénète notoire Dodo la Saumure. Déjà, il a un nom, le mec. Depuis l'enfance, Camille compose avec l'absence de ce père occupé par ses maisons closes et ses allers-retours en prison. Camille grandit dans la honte et les secrets de famille avec une seule question, comment devenir une femme dans l'ombre d'un père qui en exploite tant ? J'irai pas plus loin, mais ça s'annonce vraiment bien.
C'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie. Donc je suis ravie. J'aime beaucoup la mise en page. Je trouve ça très élégant. Il n'a pas l'air très long. 232 pages. C'est pas mal, c'est un beau bébé. En tout cas, il sort très bientôt pour la rentrée littéraire. En août, je crois. Le 26 août. Alors, c'est pas du tout très bientôt, je vous dis des bêtises. Il sort le 26 août. Je suis trop contente. Je vais le caser de suite dans mon planning d'août. 907 fois Camille. Je suis trop contente. Donc, merci beaucoup les éditions Plomb. Des petites choses très sympathiques. Hop, je vais garder ça. Du coup, là, il est l'heure de retourner travailler. Donc, je vais vous laisser. Je vais essayer de finir 5 petits cochons. Ce soir, je dîne avec ma maman au restaurant. Donc, je pense que je vais pas beaucoup lire ce soir Vindicta. Mais bon, peut-être que j'aurai le temps de le démarrer un petit peu aussi. Et demain matin, c'est mon club de lecture. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois, donc je radote. Je m'arrête là. Et j'ai fait une petite fiche. Un petit colis qui vient de Russie. Trop beau. Petite lettre pour aller à Poudlard. C'est une illustratrice russe que j'ai découvert sur Instagram. Je vais essayer de vous mettre son compte si j'y pense. Et c'était une grande aventure parce que tout le site était intégralement en russe et j'ai commandé sur mon téléphone, donc j'ai pas eu l'option un peu de traduction. Je me suis débrouillée comme j'ai pu et enfin voilà, ça a fait beaucoup rire mon entourage, mais du coup voilà, j'ai commandé 2-3 petits. Je viens de m'installer pour commencer Vindicta, donc un Sir Cédric que j'ai dans l'édition Métropolis. C'est assez vieux puisque j'avais été au Festival du Polar en 2019, je crois, ouais. Et du coup, ça avait été dédicacé et depuis je l'ai pas lu. Et avec la sortie du poche chez HarperCollins, c'était l'occasion de le ressortir. Donc voilà, je me lance dans cette petite brique et je suis bien accompagnée. Lui, vous le voyez, mais lui, vous le voyez pas. Donc, ici, on est en pleine activité aujourd'hui. Hello, aujourd'hui on est samedi et comme vous avez pu le voir ce matin, j'avais mon club de lecture à Cultura, donc du coup j'en ai profité pour voir les copines, pour discuter bouquins, enfin c'était trop bien, ça m'a fait grave de bien de les revoir et d'avoir un semblant de vie sociale, de parler livres, littérature, de nos lectures qu'on a fait du coup pendant qu'on était confinés, enfin pendant quand on s'est pas vu finalement. Et du coup, je suis pas repartie les mains vides, j'ai acheté 2 petites choses. Donc tout d'abord, j'ai pris les éditions Cranford de la semaine. Donc les éditions Cranford de la semaine dont le titre est Cranford, c'est un Elizabeth Gaskell. Donc ils disent qu'il a été publié en 1851. Cranford est le second roman d'Elizabeth Gaskell. À travers le savoureux récit de Mary Smith, son héroïne, la romancière nous livre sa chronique de la société rurale du nord-ouest de l'Angleterre à l'époque victorienne. Franchement, ça me dit vraiment bien parce que l'année dernière, pour le Victober, j'avais lu avec Florence, Nord et Sud d'Elizabeth Gaskell. C'était la première fois et j'ai adoré. Donc du coup, Cranford, là, c'est un tout petit.
Donc je suis vraiment contente. Apparemment Florence l'a déjà lu et elle m'a dit que c'était vraiment bien. Donc du coup je suis assez contente. Je sais pas trop quand je le lirai, peut-être pour le prochain Victober finalement, parce que je sais pas du tout quelles seront les catégories. C'est un challenge qui se passe en octobre où on lit des lectures victoriennes. Et donc du coup Elisabeth Gaskell étant une autrice qui a été pendant la période victorienne en Angleterre, voilà, on avait lu Nord et Sud. Donc là je sais pas trop, mais potentiellement ça pourrait le faire. Autrement j'ai acheté un autre livre qui s'appelle La seconde vie de Jane Austen de Marie Dollinger aux éditions Le Nouvel Attila. En fait, c'est une réécriture de... Comme si Jane Austen publiait son livre, mais de nos jours. Comment typiquement Orgueil et Préjugés serait reçu. Alors je sais pas si on parle vraiment d'Orgueil et Préjugés ou si on parle de ses autres œuvres, mais en gros voilà, c'est un peu une critique du monde littéraire d'aujourd'hui vue par les yeux de soi-disant Jane Austen moderne. Enfin voilà, c'est plus ou moins ce que j'en ai compris. Après j'ai pas poussé plus mes recherches. J'ai été très largement influencée par Lolita du compte Instagram Lolita, je vous mettrai le pseudo en bas, je sais pas trop comment on prononce, mais j'aime bien ses recommandations et celui-ci elle l'a lu et quand elle en a parlé, je l'ai tout de suite noté. Donc aujourd'hui je l'ai vu, je l'ai pris, voilà. C'est un petit livre parce qu'il fait 220 pages, mais à l'intérieur c'est écrit un peu comme un style télégraphique, donc c'est assez léger et les chapitres sont très courts, donc potentiellement ça se lit relativement vite. Voilà, sinon je vais vous poser et je vais vous parler de mes lectures. Du coup, niveau lecture, j'ai terminé 5 petits cochons d'Agatha Christie, enfin. C'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé le schéma. En fait, on ne fait que assister à des interrogatoires. J'avais vu plus ou moins une partie de la fin, enfin j'avais deviné, mais la dernière révélation, je l'avais pas du tout vu venir, donc c'était plutôt cool. Néanmoins, je pense pas que ce soit un de mes préférés, même si j'ai beaucoup aimé le schéma. Voilà, ce sera pas un de mes préférés, mais je peux comprendre vraiment pourquoi tout le monde l'a aimé. En fait, Hercule Poirot va interroger 5 personnes, donc les 5 petits cochons de la comptine, et il va à chaque fois les interroger sur un meurtre qui a eu lieu il y a 16 ans, dont la victime était le père de Carla et sa mère, la mère de Carla, Caroline, était accusée d'office. Et en fait, tout porte à croire que c'était effectivement bien Caroline la meurtrière. Sauf que Carla a grandi et elle demande à Hercule Poirot de revisiter un petit peu cette enquête. Donc Hercule Poirot va interroger un petit peu tout le monde. Sur place, il y avait 5 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Et en fait, il va leur demander de raconter les récits selon leurs souvenirs et du coup on assiste à la fois aux échanges avec Hercule Poirot et à la fois au récit par écrit que Hercule Poirot demande à ces personnes de faire et à la fin en fait on retrouve un espèce de, vous savez, le fameux salon où Hercule Poirot prend tout le monde à part et dit alors vous étiez là et vous faisiez ça et vous faisiez ça et etc. et il expose le pourquoi du comment. Donc j'ai beaucoup aimé, mais voilà, je pense que c'était pas forcément mon préféré parce que j'aime bien quand c'est un peu plus complexe quand même. J'aime pas quand Agatha Christie nous perd complètement dans les paysages, mais là j'aime bien en fait assister au meurtre, j'aime bien avoir des subtilités un peu plus complexes, mais franchement super bonne lecture. Si vous débutez Agatha Christie, ça peut être vraiment un bon début. Je dirais qu'on pourrait le lire facilement après La mystérieuse affaire de Styles, ça pourrait être super cool, donc je vous le recommande. J'ai oublié d'éteindre la clim, donc je pense qu'il y a une espèce de bruit de fond derrière. Je suis désolée, mais je vais pas l'éteindre maintenant alors que j'ai presque fini de vous parler. Du coup, j'ai commencé Vindicta de Sir Cédric aux éditions Cosmopolite. J'ai lu pour l'instant 70 pages, donc je suis vraiment au tout début sur 570. Et c'est hard, c'est assez hard, donc je vais pas vous parler du résumé encore parce que je pense que j'en ai pas encore lu assez. Donc je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard. Mais ouais. Pour l'instant ça va, mais il faudrait pas que ça soit plus hard, plus gore, sinon je vais avoir du mal à le continuer, donc on verra bien.
voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Hello, aujourd'hui on est lundi et du coup je viens conclure ce carnet de bord. Je sais pas du tout si il est assez long ou pas, voilà. Vous avez une magnifique vue sur le balai, voilà, de la terrasse, très intéressant. Là il est midi 52, j'attends que mon déjeuner finisse de cuire. J'en profite qu'il fasse bon, chaud sur ma terrasse et qu'il n'y ait pas trop de bruit autour pour venir vous parler de ma lecture en cours. Du coup je suis en pleine lecture de Vindicta de Cédric Cyr, donc aux éditions Cosmopolite. J'ai dépassé la moitié, je sais pas si on voit bien mon marque-page, j'ai dépassé les 300 pages sur 500 et quelques. Du coup, je vais pas vous mentir, c'est une lecture assez difficile pour moi parce que en fait on va suivre 4 personnages. Donc tout d'abord on va suivre Audrey qui est une jeune fille de cité qui a 18 ans et qui quitte sa famille pour pouvoir aller, qui quitte son foyer on va dire plutôt, pour se recueillir chez son petit copain et son petit copain va l'embarquer dans un casse qui est de voler un bijoutier. Qui doit avoir une transaction très importante et l'idée c'est que ses petits copains et lui veulent récupérer une mallette pleine de fric et il embarque Audrey dans ce casse-là. Sauf que bien sûr les choses ne vont absolument pas se passer comme prévu. Donc voilà, on va d'abord suivre Audrey dans cette situation délicate. On va suivre ensuite Marie et sa petite fille qui s'appelle, je sais plus comment, Violaine, je sais plus, Valentine peut-être, voilà, qui sont respectivement une autrice de livres pour enfants et une petite fille de 7 ans. Voilà, elles vivent une vie plutôt tranquille, sauf qu'un drame va arriver et Marie, la maman, va être dans une situation assez compliquée, voilà. Ensuite, on suit Salva qui est un flic un flic paumé, un peu bas de gamme, qui a fait des bêtises et qui se retrouve tout en bas de l'échelle de la police. Sauf que il est un peu saoulé parce qu'il a des compétences pour faire de la crime et il se retrouve à faire des planques et à observer des choses absolument nazes pour lui. Et voilà. Donc, et ensuite une quatrième situation. On va suivre un homme qui a fait manifestement la guerre en Afghanistan et qui est très légèrement traumatisé par toutes les violences qu'il a dû infliger aux gens et il est complètement perdu. C'est un homme un peu extrêmement violent avec une psychose très grave. Voilà, on le voit donc en fait pendant des moments de guerre dans le passé et ce personnage est également dans le présent, sauf qu'il est extrêmement bizarre, mais je pèse mes mots, mais il est vraiment bizarre, mais psychologiquement très atteint. Voilà, donc ces 4 situations bien entendu vont être intimement liées. Alors c'est très très intéressant parce que c'est très addictif, l'écriture est assez fluide, les chapitres sont très très courts, ils font 1 page, 2 pages, alors moi j'ai un format brochet donc c'est encore plus rapide de passer les pages. Néanmoins les scènes de violence physique et morale sont quand même présentes. On m'avait prévenu que Cédric Cyr, c'est quand même une écriture très incisive mais très violente, très gore, à la Catherine Gebel, j'ai envie de dire. Karine Gebel, pardon. Et ouais, franchement, pour moi, c'est très 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 limite. Je suis vraiment à la limite de passer quelques pages parfois. Je saute déjà des paragraphes parce qu'il y a des scènes de torture physique que j'ai du mal à lire. Il y a aussi des sévices, il y a aussi de la torture morale. Voilà, il y a des petites choses. Alors c'est pas tout le récit qui est comme ça, c'est des chapitres qui sont de temps en temps. Voilà, là sur la moitié du livre, j'en ai relevé vraiment 4 ou 5 de scènes très difficiles pour moi. Donc je les passe, je ne lis que les dialogues ou voilà, je ne lis pas les descriptions par exemple. Et puis comme c'est une lecture commune, Florence est en avance sur ma lecture et Florence est bien plus courageuse que moi. Elle a l'habitude de lire des thrillers un peu plus sanglants et plus gore que moi. Du coup, elle m'indique un petit peu les chapitres où voilà, je vais sûrement être un petit peu gênée, donc je passe. Néanmoins, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de continuer cette histoire, cette enquête, je veux connaître le dénouement, donc je continue. Voilà, il me reste 260 pages je crois, donc je sais pas si je vais les finir aujourd'hui. D'un côté ça se lit super vite, donc je pense que je vais lire une bonne partie aujourd'hui.
Mais d'un autre côté, ça reste quand même 270 pages, donc potentiellement je le finirai demain matin pour commencer autre chose d'un peu moins difficile. Mais voilà, c'est une expérience que j'avais envie de faire et je voulais aller jusqu'au bout de cette lecture, donc je vais essayer de l'aller jusqu'au bout. Je vous dirai ça dans le prochain carnet de bord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un petit unboxing à faire dans le nouveau carnet de bord, donc je vais le commencer de suite. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout comme vous le faites à chaque fois. Je vous remercie encore de me suivre et de commenter à chaque fois ces vidéos. C'est toujours super drôle de pouvoir vous répondre et de partager mes lectures avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de super bonnes lectures. Et si vous êtes en vacances, profitez-en. Moi, je vous laisse et je vous dis ciao.